Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on entre dans le Saint des Saints, on va à Paris. Et oui, en tant que provinciaux, aller à Paris, c'est tout de suite la grande expédition. Rassurez-vous, l'interview du jour, elle aura comme un petit accent de l'Est, mais on va rencontrer Thomas. Thomas, il est propriétaire de 3 agences immobilières à Paris, 2 tout seul et une en association. Et il est également investisseur locatif sur ce marché. Et il a encore récemment fait des investissements à 7 ou 8% de rentabilité à Paris et sans passer par Airbnb, vraiment avec de la location classique entre guillemets. Donc on va discuter avec lui du métier d'agent immobilier, comment il en est arrivé là, pourquoi selon lui c'est un métier qui est fortement décrié et on va voir ensemble les spécificités qui peuvent exister sur le marché parisien et comment la connaissance de certaines réglementations peut grandement vous avantager lorsqu'il s'agit de faire passer une offre d'achat. Avant de démarrer avec Thomas, pour ceux qui souhaitent investir en bourse et qui savent pas comment faire, qui savent pas quelles actions acheter, qui sont un peu perdus, Michel et moi, dans le cadre de notre club, du club Invest, on vous permet d'accéder à notre portefeuille d'une 30aine d'actions diversifiées par secteur géographique, par secteur d'activité. Il y a des actions à dividendes, il y a des actions de croissance, il y a même des ETF. Et pour chacune des lignes qu'on a en portefeuille, on vous explique très succinctement pourquoi on a investi là-dedans. Et comme la vie n'est pas toujours rose, je vous ai aussi mis quelques-uns de mes investissements qui se sont pas très bien passés pour que vous compreniez comment on en est arrivé là. Et souvent, c'était des événements qui étaient totalement imprévisibles, ou en tout cas très très peu prévisibles. On vous indique également sur chacune des actions si elle est éligible ou non au PEA. Si vous voulez des informations sur quels sont les régimes fiscaux qui sont applicables en France, et vous avez les informations sur notre site clubinvest.fr. Dans le cas où vous n'avez jamais acheté d'actions, vous ne savez pas comment faire, vous pourrez bien sûr nous contacter et nous, on vous prendra par la main pour que vous effectuez vos premiers achats d'actions. Chaque mois, on vous fera une analyse plus poussée sur 1 ou 2 titres et aussi on vous proposera 1 ou 2 nouveaux titres pour lesquels on juge que ça vaut le détour d'investir. Bien entendu, c'est pas un conseil d'investissement et ce sera à vous de décider sur chacune des actions. Vous aurez la référence, donc le code AISIN s'appelle, et ce sera à vous de décider si vous voulez investir ou non. En plus de notre portefeuille d'actions, on va également mettre dans les prochaines semaines notre portefeuille de crypto. Donc ça, c'est pas encore fait, mais on va le faire très bientôt. Donc ce sera gratuit pour les personnes qui auront souscrit au portefeuille d'actions. Et donc celles qui auront déjà souscrit, elles n'auront pas de supplément à payer pour avoir accès à notre portefeuille de crypto. Si ça vous intéresse, vous trouvez toutes les informations sur notre site clubinvest.fr. Je vous mets le lien dans la description. Sinon, vous pouvez me contacter par Instagram ou par email info@byebyepatron.net. On a fait un tarif de lancement. Il y a un code promo que vous trouverez dans la description. Et sinon, vous me le demandez, mais il sera dans la description. Donc jusqu'au 2 février, pendant une semaine, vous aurez moins 20% sur l'accès au portefeuille des actions du Club Invest. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute de l'interview avec Thomas et on se retrouve après le jingle. Ciao. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. Alors, je l'ai jamais entendu sur un podcast, je crois. Je sais pas si c'est son premier. On a donc un agent immobilier, directeur d'agence, investisseur parisien et bien plus encore. Donc, c'est vrai que même des investisseurs parisiens, on n'en a jamais quasiment sur les podcasts. Donc, je suis super ravi d'accueillir Thomas. Salut Thomas, comment ça va? Salut, ça va très bien. Et du coup, c'est ton premier podcast ou t'en as déjà fait? Écoute, je crois pas en avoir fait. Donc, des interviews, des parutions, je crois que oui. Hein. Ouais. Mais podcast, non. Et ben voilà, c'est une grande première et c'est via Michel, mon associé, qui nous a mis en relation tous les deux, amis de longue date de nous deux. Ok, du coup, j'aime bien pour commencer que l'invité il raconte une de ses premières expériences professionnelles, un peu pour tu vois briser la glace ou un truc un peu atypique ou je sais pas qui t'a marqué quoi. Et mon premier boulot. En plus c'est bien parce que le premier il est rigolo.
Donc j'ai trouvé staff par ma mère, je crois. Donc voilà, donc ça déjà ça me fait assez chier parce que j'aime bien faire les choses par moi-même. À l'époque, j'étais pas comme ça, hein, visiblement. Ah bah voilà, on a tous Et été adolescents, hein. je crois 16 ans, ouais, et donc en Alsace, et j'ai travaillé dans une usine de confiture. Donc Ok. Bayer, voilà, donc ça fait rigoler tout le monde. Bayer pour les intimes, donc qui est encore une marque, je crois, hyper distribuée. Ils sont surtout connus pour leur confiture d'églantine, qui est apparemment la meilleure du monde. C'est vrai qu'elle est très bonne. Mais quand tu travailles à l'usine, c'est pas du tout pareil. Donc c'était un boulot d'été, hein, donc j'avais 16 ans, je crois, je l'ai déjà dit. Et grosso modo, t'es à la chaîne, c'est à l'usine. Donc voilà, moi je connaissais pas du tout. Je connaissais que par les copains plus âgés qui m'avaient raconté. Et en fait, mon taf, ça se résumait à une chose, c'était être en début de chaîne. Et donc, quand t'es en début de chaîne dans les lignes de confiture de fruits, c'est recevoir pendant 7 heures de suite des palettes qui font le double de ta taille, remplies Génial. avec des cagettes remplies de fruits, et les verser continuellement dans une grande mangeuse à fruits qui après les met sur un plateau, sur une piste déroulante Un tapis où il y a un, roulant, ouais, où il y ouais. a, sur un tapis roulant où il y a un tri de fruits qui est fait par des nanas, pas par des Ok. mecs, parce que en fait ils prenaient que des mecs grands et balèzes. Donc Genre je suis toi. grand, voilà, je mesure 1m90, donc voilà. Donc ça j'ai compris après ça en fait, si tu veux. Ouais. Au début je savais pas. Donc évidemment t'es payé le SMIC. Et ouais, non mais c'était très chaud. Et Ouais. Et ça colle et tout, je suppose. Enfin, moi, j'ai fait les vendanges quelques fois. C'est horrible, ouais, quoi. Ça colle. franchement déjà bon, quand t'es l'équipe du matin, limite c'est mieux d'être le matin en fait, parce que quand il fait chaud l'été c'est encore pire, l'après-midi. Et honnêtement j'ai pas tenu le mois entier, hein. Je me rappelle, j'ai tenu Ouais. 3 semaines et quelques, mais 3 semaines on va dire. Et ouais, méga expérience déjà. Déjà tu sais que en fait quand tu fais ça, je vais me bouger le cul pour peut-être pas faire ça toute ma life, Voilà. parce que ouais, après c'était en quelle année? C'était il y a 20 ans, Ouais. bientôt 20 ans, ouais. Donc mine de rien, c'était déjà une autre époque. Donc le vieux patron Bayer fils, c'était un truc de père en fils depuis je sais pas combien, presque 100 ans maintenant, je crois, les confitures Bayer ça existe. Donc franchement, t'as la manière dont le mec, moi c'est limite ça. Bon, si tu veux, moi j'ai pris pour mon grade et tout. Il m'a mis beaucoup la pression. Mais ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est la manière dont le gars il gérait son usine, quoi. Je pense que c'était un manager comme t'en fais plus aujourd'hui. C'était même pas un manager, c'était un leader comme on t'apprend dans l'école Ok, de ouais. commerce, tu vois. Parce que le mec, il disait un truc avec un ton de voix et un accent alsacien tellement fort, et il était petit et trapu, tu vois. T'avais même pas envie de le contredire. Je te jure. Ouais. Moi, Ouais, tu vois, il m'a vu au bout de 24 heures, j'avais sympathisé avec un type qui s'appelait Aimé, qui visiblement, lui, c'était sa deuxième année. Il faisait 2 mois de suite, hein, le mec, donc il était chaud, hein. Il maîtrisait bien le truc, donc il m'a montré et tout, là. Je raconte quand même la première journée, comme ça calme tout le monde. Ouais. Donc t'arrives à 4 heures du mat, donc déjà, je capte rien à ce qui se passe, t'es obligé de suivre les gens, personne te dit rien. Forcément, vu que tu traites des fruits, t'as une combinaison de la tête aux pieds, des bottes en caoutchouc, obligatoire, et une tunique sur la tête pour pas que tes cheveux tombent dans les fruits et tout, quoi. Et t'es en usine fermée, limite labo, hein, donc c'est pas comme une usine classique Peugeot où tu traites des pièces et c'est un peu ouvert. Et donc au début j'étais au tri et tout. Après, une fois que t'es au tri, faut prendre les cagettes, les mettre dans les grosses poubelles, machin. Et vite ils me font, mais attends, mais toi t'es grand, l'autre il galère, va devant en début de chaîne et c'est toi qui soulèves les cagettes et tu mets dans la mangeuse, sachant qu'elle est vachement haute, donc t'es comme ça. Déjà tu te fais Ouais. les bras, franchement, vu 20 ans après, c'est un excellent taf pour la condition physique. Et ça déverse et ça déverse. Et puis le patron Bayer, au bout de 24 heures, il fait, mais toi le grand là, tu tiens bien toi parce que t'es grand et tout. Ça m'a tué. Bon, maintenant ce que tu fais, parce que les filles elles galèrent vu que tu verses trop vite, mais vu que tu verses comme ça t'es à l'aise, mais t'as qu'à faire donc après tri et tu balances comme ça à côté, il y a déjà quelqu'un qui va ramasser. Un gars il me dit ça, je fais, mais il est sérieux lui? Attends, moi je suis là, je débarque, je comprends rien, c'est hyper dur, les nanas elles font rien à part s'empiffrer de fruits toute la journée, tu vois, j'ai déjà compris de la combine tout de suite. Ouais. En fait, c'est quand t'es un mec, tu te fais niquer là-dedans, mais c'est comme ça. Et il me dit ça, je fais ok. Et après, et donc moi, connement, je vais le voir et je lui dis, mais et le soir en fait, parce que du coup, une fois que les cagettes elles sont vides,
ils les prennent, ils ramassent tous les fruits pourris qui sont par terre et ils les mettent dedans. Et les fruits pourris qui sont impropres à faire de la confiture, tu dois les mettre à l'extérieur dans une benne. Mais sauf qu'il fait 30 degrés dehors quand t'as fini le matin, 4 heures du mat, 11 heures, tu vois. T'as un quart d'heure de pause ou 20 minutes et après tu réenchaînes. Et en fait, quand tu vas mettre ça c'est le plus marquant en fait. C'est là que je me suis dit non mais attends, c'est impossible. À l'extérieur, t'avais une benne pour mettre les fruits pourris et cette benne, c'était un nid à frelons et à guêpes. Évidemment, puisqu'il faisait 30 degrés, en plein cagnard, exposé sur un champ, tu vois, t'es là, mais c'est une blague. Oh, et le mec, le patron, mais Monsieur Beyer, mais attendez, c'est hyper dangereux. Yo, tout le monde le fait. Maintenant, tu déverses. Il en a rien à foutre, le gars. N'empêche que le résultat est là. Personne lui disait jamais rien, ce mec. Haut comme 3 pommes, trapu, avec un accent alsacien de ouf. Et sa boîte, elle marchait comme ça. Et là, je me suis dit, non, mais attends, faut que je me remue le cul, je peux pas faire ça. Et j'ai tenu 3 semaines, j'osais moins râler qu'aujourd'hui. C'est pas trop mon tempérament de râler, ça l'est devenu plus tard. C'est plutôt se mettre en opposition quand ça va pas. Et puis je voulais être payé aussi. Mais franchement, j'ai tenu 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, j'ai dit à ma mère, c'est pas possible. Le mec abuse. Pourtant, je déteste les employés qui critiquent les patrons, hein, puisque je suis moi-même patron, donc ça me fait un peu chier quand un mec il arrive et il dit ça. Mais ouais, travail très dur. T'es exténué, donc au final, t'as pas de vie à côté. Hein. Ouais. Une fois que t'as fini, tu te reposes et tu te recouches tôt. Donc voilà, première expérience de dingue. Ok. Donc ça m'a vacciné. Ok. Et du coup, maintenant, tu peux nous dire où est-ce que t'en es? Du coup, t'es à Paris, là, je vois, t'as un beau plafond. On est loin de l'usine, là. Putain, les moulures, ouais. Ah merde, j'avais pas fait gaffe. Je suis locataire, hein, donc déjà on va se calmer. Mais c'est pas cher, c'est pas cher et c'est grand. On a eu de la chance, plus qu'un bon plan, on a eu de la chance. Et aujourd'hui, donc, j'ai fait de l'immobilier mon métier. Donc aujourd'hui, j'ai 3 agences Guy Hockey à Paris, 2 dans le 20e près de là où j'habite, qui sont plutôt récentes. Il y en a une d'ailleurs que j'ouvre le mois prochain. Et sur les 2 là, plus une où je suis associé dans le 10e, donc qui est ouvert depuis longtemps. Voilà. Et c'est l'agence où j'ai commencé à bosser après mes études. Et je me suis associé petit à petit avec le patron qui est devenu mon associé, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui m'a beaucoup appris. Ok, donc t'as fait des études, t'as passé les diplômes là, les cartes, je suppose, carte T, carte G. Pas du tout. Ah, ok. Déjà ça commence. Pas du tout, bah non. En fait, moi j'ai fait une école de commerce. La première qui voulait de moi parce que j'ai pas eu les prépas nécessaires. J'étais assez lazy moi sur la prépa, tout ça, parce qu'en fait je crois que volontairement je voulais pas. Et on apprend à se découvrir, à comprendre son caractère. C'est pas à 18 ans que tu y arrives en général. Ouais, bien sûr. C'est plutôt vers la trentaine. Et en fait, avec le recul, c'était un peu instinctif, mais c'était un très bon choix que de pas avoir la prépa. Moi, je voulais la prépa à Strasbourg, Kléber, pour faire l'école de commerce de Strasbourg. Donc, ça s'appelait l'IECS à l'époque. Maintenant, c'est l'EM. Et après, parce qu'on m'avait dit de faire ça et que t'allais avoir des jobs qui allaient te rapporter 5 000 euros par mois. C'était ce qu'il fallait faire, quoi. Sauf que moi, à l'époque, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, j'ai une passion, c'est la musique. À l'époque, je voulais faire qu'un truc. Moi, c'était faire de la musique et essayer de vivre de la musique. Mais mes parents étaient profondément contre. Donc, et si tu veux, j'ai une éducation un peu. Ça se fait plus trop maintenant, mais contredire les parents, c'était pas trop mon délire. Parce que je savais que de toute façon, ça allait être non quoi qu'il arrive. Donc, j'avais pas les sous pour me payer un appart. J'avais pas compris que tu pouvais travailler en même temps que faire tes études. Enfin, je voyais. Pour moi, ça me paraissait super dur. Moi, je vivais dans un rêve où j'allais faire de la musique et le rêve est vite tombé parce que je me suis retrouvé en école de commerce post-bac à Strasbourg, donc que j'ai faite. Et la dernière année était à Paris, donc d'où ma présence à Paris. Okay. Et donc pour la carte de transaction, parce que c'est là qu'on boucle. En fait, quand tu as un bac plus 5, tu as le droit d'avoir la carte de transaction quand tu as des études qui sanctionnent des unités de management, de finance, économie sociale, tout ça. Tu vois. Ok. Donc j'ai eu ma carte de transaction en 2012 comme ça. Donc j'ai pas fait du tout le cursus classique d'agent immobilier.
Alors la vraie question qu'il fallait poser, c'est pourquoi j'ai fait agent immobilier. C'est ça, ouais. Ouais. Mais non, bah voilà, la meilleure réponse, c'est que même mes parents, ils avaient pas trop de thunes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on va en école de commerce. Instinctivement, mon père, il savait que c'était ça qu'il fallait faire. Il est plutôt très intelligent, mais pas d'argent du tout. Il s'est loupé. Enfin dans la fin de sa vie sur ses entreprises. Bon bref. Donc j'avais pas de sous. Vraiment pas de sous. C'est même un euphémisme, hein, à Strasbourg. Je me rappelle, si je filais pas des cours de guitare, c'était très compliqué de me payer une bière quelque part, quoi. C'est même le forfait téléphone, c'était un forfait SMS. Je vivais avec 50 euros par semaine, quoi. Donc, Très dur. ouais, okay. Et j'ai vite bossé en école de commerce pour me payer une bonne partie du loyer. Et puis donc j'ai dû faire un gros crédit étudiant pour finir mon cursus à Paris. Et ce crédit étudiant, il faut le rembourser. Et puis quand tu arrives en fin d'école de commerce, tu as deux choix. Soit tu vas dans une boîte, là où j'avais fait un stage, un très gros stage de fin d'études. Ben, ça paye quoi? 2000, allez, 2005. Et pourtant, on t'avait vendu 5000. Je comprends pas. Hein? On t'avait vendu 5000. Que si t'étais passé à l'EM, ah ouais, mais eu 5... ça c'est après ça. Ah bah ouais, mais ça on te le dit pas au début. Non, on te le dit pas. Personne te le dit. Personne te le dit parce qu'en fait personne ne le sait. Mais vu que nous on est des cruches et que on pose pas des bonnes questions, bah comme d'habitude, hein. À l'époque moi je savais pas, mais pour moi c'est plus une excuse de pas savoir. Faut s'intéresser aux choses. C'est profondément que ça devait pas m'intéresser. Là déjà on voit le doigt sur quelque chose, tu vois. Et en fait, je me suis vite rendu compte, j'avais postulé pour être commercial dans la boîte qui fabriquait la fibre optique pour Orange. Okay. Je me rappelle très bien les locaux à Montreuil. L'entretien, j'ai rien compris. Je voyais pas où ça voulait en venir. Je comprenais pas la mission. Le mec, il parlait dans un charabia. Et je pense que même lui voyait pas la fin de ce qu'il racontait, si tu veux. Bon, c'était il y a 10 ans en plus, quoi. Donc, c'est il y a même plus que ça maintenant. C'était il y a 15 ans. Ouais. C'était en 2008, 2009, mi-2009, un truc comme ça. Donc, c'est à 13 ans. Et j'avais un taf, hein, parce que là, pour le coup, tu vois, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé depuis que je suis dans ma deuxième année, je crois, d'école de commerce. Enfin, même depuis j'ai fait mon école de commerce, je travaille toujours à côté. Soit les cours de guitare, j'ai fait des jobs à côté dans une agence immobilière, téléprospecteur. Okay. Après, j'ai fait des stages rémunérés. Je me suis démerdé j'ai fait un bon stage dans une grosse boîte chez Aguerre d'ailleurs, qui est en Alsace aussi, mais qui est énorme au niveau international. Et en fait, j'ai compris que la grosse boîte, ça allait jamais être pour moi. Moi, en fait, je voulais être indépendant. Si tu veux, les stages de grosse boîte, on te file une mission c'était estimé 6 mois. En 1 mois et demi, j'avais plié le truc. Sauf que je refusais de me l'admettre, donc je cherchais des trucs à faire. Et c'est en fait un type que j'ai rencontré par hasard à la cafette, un commercial qui m'a dit, non, mais en fait, je crois que t'as fini ton truc. Essaie de demander d'autres choses, enfin, je sais pas. Ouais. Et je me voyais pas avancer dans ce panier de crabes où les gens, finalement, ils cherchaient plein d'excuses pour en faire le moins possible et le mieux faire valoir de leur patron. Moi, j'aime bien montrer les choses par le concret, si tu veux. Et je voyais pas l'aspect pécunier que ça apportait. Et donc, j'ai vu une annonce par hasard dans l'agence immobilière du quartier où je travaillais. À l'époque, je travaillais dans une imprimerie. Donc, j'imprimais des trucs toute la journée pour payer mon loyer à côté de l'étude, à côté de la dernière année d'école de commerce. On cherche un commercial dans l'immobilier. J'en parle à mon oncle parce que mon oncle il est entrepreneur. Il me dit ça peut être pas mal parce que là au moins c'est pas une illusion. Si tu marches, tu peux gagner du fric, quoi. Et je me dis tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Je tente la chance. Donc au départ t'es au SMIC. Et puis ça m'a vite branché, très vite, trop vite peut-être, mais donc je me suis bien démerdé. J'ai beaucoup appris. D'ailleurs, j'ai plus appris à la formation au siège Guy Hockey en 1 mois que malheureusement qu'en 5 ans d'école de commerce. Donc ça fait assez mal à dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce, malheureusement. Aujourd'hui, avec tout le recul et l'expérience que j'ai pu accumuler, c'est plus du tout adapté dans le monde réel, quoi. Enfin, honnêtement, si tu veux faire une start-up et faire le guignol avec un pull où il y a marqué le nom de ta boîte, c'est génial, hein. Ou si tu veux aussi travailler dans la finance, c'est très très bien, c'est ce qu'il faut faire. À partir du moment où tu veux faire autre chose, franchement, je vois pas à quoi ça sert de faire une école de commerce ou faire des études. Mais en tout cas, 5 ans, on va dire dans 5 ans, il s'en passe des choses, quoi. Donc ce que tu as appris la première année, même si les fondamentaux, un peu de la vente et tout, ça va rester les mêmes, mais le reste, et puis le reste, ça change tellement vite. Bah oui. Que
que c'est sûr que tu sors, t'es déjà. Et puis bon, après c'est toujours pareil. T'as des gens qui sont profs, t'as des gens qui font les choses. Ben voilà, il y a peut-être un décalage entre les deux. Peut-être les gens qui ont le nez dans le guidon, il y a des trucs qui ratent, mais bon, les profs qui y sont jamais, voilà, il y a aussi des trucs. Moi, j'avais des cours de finance. Je demandais à ma prof, mais vous avez des actions? Elle me disait non. Je dis mais attends, t'es prof de finance, t'as pas d'action. Je veux dire, à partir Mais d'un moment. débile, mais oui. Non mais Et voilà. si vous êtes étudiant, faites la demande à vos profs qui vous expliquent les belles courbes et tout. Est-ce que tu as des actions? Voilà. Comme un agent immobilier, est-ce que tu as un appart déjà enfin voilà, on va y venir, je pense, mais c'est un peu, c'est un peu la question, Ouais. quoi. Si t'es agent immo, que t'as jamais refait un appart et que t'es en train de me chiffrer les travaux, ça peut être compliqué, tu vois. Donc Mais bon, tout s'apprend. ouais, bien sûr. Ouais. Mais je suis arrivé à l'immobilier en clair pour payer mon crédit étudiant parce que avec l'a priori qui peut se révéler vrai quand t'es bon, mais en fait c'est 1 sur 100, voilà. C'est que quand tu fais de l'immobilier, tu gagnes du fric, putain. Ouais. Donc en fait, fallait payer. Voilà, j'ai fait ça pour payer mon crédit étudiant, donc il y a rien de noble. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vite passionné et c'est un métier qui est Okay. excellent, que je recommande à tout le monde pour tout un tas de raisons. Donc si les gens ils veulent savoir, on pourra leur dire plus tard. Ouais. Ah bah ouais, Et bah on voilà. va voir. Du coup, maintenant tu gères. Donc tu gères, t'as dit 3 agences ou 2 et demi, enfin une à deux. Et Ouais. du coup, combien ça fait combien d'agents ou de commerciaux Alors, que à peu on va près? plutôt parler en personne. Ouais, voilà, en personne. Ouais. Moi, à Ménilmontant, où je suis tout seul, je gère 4 commerciaux. Ok, À Gambetta, je vais en avoir 3 ou 4 autres. ok, Ok. super. À Bonne Nouvelle, on a 3 plus une assistante. Voilà. Donc Ok, une ça douzaine fait quoi. du monde. Mais Ouais, une fois que les gens ils sont bien formés, que c'est bien rodé, qu'il y a de la ça tourne. méthodologie, enfin ça tourne. Non, c'est toujours à toi d'alimenter. Ça, c'est une idée Hmm. reçue que qu'on peut avoir de l'extérieur. Non, non, Bah, je suppose. il faut toujours alimenter les gens. Mais Ouais, si bien tu sûr. veux, des choses qui, quand tu as une nouvelle équipe comme jamais Ménilmontant, qui peuvent prendre une demi-journée, peuvent se régler en un WhatsApp de 30 secondes. J'exagère pas. Avec mon assistante à Bonne Nouvelle, dans ma première Ok. agence, elle Et travaille avec moi depuis 7 ans. Donc, du coup, elle comprend les choses. Et toi, tu ouais. fais encore le métier d'agent immo ou tu fais que les gérer? Ah, à ton avis? Bah, je pense que tu t'es quand même encore un peu sur le terrain, sinon ça irait pas, non? Je le suis même beaucoup. Ouais, je le suis même beaucoup. Alors, j'avoue moins pour les visites que visites avec mes gros clients qui achètent, qui revendent, qui investissent. Voilà. Des marchands, des gros marchands principalement. Ok. Avec eux, je fais les visites ou alors des proches Donc toi, c'est ou sur des biens compliqués. Quand je dis bien compliqués, c'est comment dire, atypique, des c'est travaux, des trucs comme ça? ouais. Non, pour moi, un bien compliqué, c'est un bien où il y a un dossier juridique Genre complexe, quoi, des important à squatteurs comprendre ou pour des trucs comme acheter. ça? Pas forcément. Non, non, c'est pas ça. C'est en fait quand tu as une agglomération. Paris, il y a une spécificité quand même au niveau de la copropriété, c'est que déjà le PLU, donc le plan local d'urbanisme, tout ce qui te donne les possibilités, on va dire, de construction à Paris, Mhm. techniquement, si tu le suis, t'as rien le droit de faire. Sauf que t'as plein de dérogations, t'as plein de choses, et le PLU et le droit de la copro mutualisé, ça donne plein de situations complexes et particulières dans pas mal d'immeubles et dans pas mal d'appartements, du coup. Donc en général, dès que tu as un loft à la vente, par exemple, ou un bien avec une terrasse et une jouissance exclusive, sans rentrer dans les détails, il y a plein de paramètres qu'il faut maîtriser, parce que c'est pas tout de faire la visite et que ça plaise et que le commercial a bien fait son job d'expliquer le bien. Les clients, une fois qu'ils font une offre, dans leur tête, c'est pour y aller, tu vois, en général. Mhm. Si malheureusement t'as pas bien expliqué, non pas ce dans quoi ils vont vivre, mais plutôt ce qu'ils achètent, là, c'est là qu'arrivent les problèmes. Et généralement, ça se rattrape pas, les problèmes. Ok. Donc, quelque chose qui est complexe, si c'est une information et que c'est digéré pour faire une offre, les gens, ils savent ce qu'ils achètent. Ils savent, comme je dis toujours aux propriétaires, après, il y a des propriétaires bêtes qui veulent pas l'entendre, mais quand tu vends un appartement, tu vends pas qu'une superficie ou une rentabilité ou un prix. Tu vends des futurs droits et obligations de propriétaire, tu vois. Et là, dans certaines villes, c'est compliqué.
Paris, je pense Bordeaux, Strasbourg, ça va être plus chiant, mais je pense que Paris, c'est vraiment la vie de jackpot là-dessus. Et c'est aussi ce qui fait que quand t'es bon, bah t'es plus que bon, et quand t'es moyen, bah t'es mauvais. Il y a pas chez nous les agents IMO moyens, ils tiennent 6 mois, ils arrêtent. Il y a trop de choses à connaître, à comprendre tout de suite. Et d'ailleurs, pour moi en tout cas, il faudrait des formations de dingue. Et je trouve ça abusé qu'on file la carte de transaction à un type qui a fait un BTS. Ça, c'est incompréhensible. Mais c'est l'État. Ouais, et après, c'est ça, t'as aussi des spécificités locales et ça dépend aussi des prix. Bah forcément, quand t'es à 10 000 euros le mètre carré, il y a des choses que tu peux faire que tu fais pas quand c'est 2000, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Regagner des mètres carrés je sais pas, d'un KGB ou ouais, d'une terrasse ou d'un truc comme ça. Oui. Je pense que c'est différent. Exactement. Puis en termes de profil d'acheteur, un type qui peut se payer son 3 pièces, on va dire 700 000 balles, et il paye 10 000 euros le mètre, et c'est dans un quartier moyen, c'est pas forcément dans les plus gros quartiers. Le quartier des plus gros quartiers, c'est beaucoup plus que 10 000 le mètre. En général, s'il peut rien qu'en parlant des exemples là, un mec qui peut acheter tout seul 700 000 à Paris, il y en a quand même, pas mal. En général, il a le taf qui va avec, parce que ça veut dire qu'il a une grosse capacité d'emprunt, donc il est tout sauf con. Pour moi, en tout cas, lui, il va te poser des questions. Si le type en face, c'est malheureusement une crevette, je suis cru, mais waouh, il va se dire punaise, j'ai pas envie d'acheter quoi. Instinctivement, il va dire ça va être à moi de faire l'effort de m'intéresser au dossier et tout. Déjà pour le propriétaire, du coup, il va pas avoir une belle offre. Enfin, tout va. Donc tout découle de ça. Il y a une logique et moi, je me dis chez moi, il me faut des agents formés et donc le marché il est complexe. Ouais. Comment tu les Alors, plusieurs questions. Comment tu les formes, les agents? Tu vas avec eux au début? Comment ça se passe? Ils me suivent. Ils me suivent beaucoup. On fait des jeux de rôle, beaucoup. Ok. Par exemple, là, j'ai 2 personnes qui ont commencé début janvier à une semaine d'intervalle. Ils viennent pas du tout de l'immobilier et de la vente, ouais, mais pas de l'immobilier. Et demain, on se prend un créneau d'1 heure ou 2 et on va faire des jeux de rôle. On va s'entraîner. Je vais faire le propriétaire relou qui veut pas passer par agence parce qu'il trouve que tous les agents immobiliers sont incompétents. Donc, ce qu'on peut constater d'ailleurs en tant que visiteur, moi-même j'ai acheté, donc je peux te dire que des agents immobiliers, j'en ai vu plein. Je sais pas si on peut balancer des noms, je pense pas que c'est bien, mais en tout cas, on va dire que voilà, en général, les mandataires indépendants ou tous ceux qui ont la prétention de faire des agences en ligne, c'est tout sauf des personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Donc c'est compliqué avec eux, mais voilà, on fait des jeux de rôle. Dès qu'il y a une spécificité, j'essaie de leur apprendre. Puis maintenant, nous, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que moi là, je suis manager, je suis pas formateur. Donc pour donner de l'expérience terrain, entraîner les personnes, je suis là, mais pour les former, je les envoie au siège Guy Hockey. Maintenant, on a la formation continue. C'est compris dans nos fees qu'on paye en tant que franchisé. C'est génial. Ils reviennent, ils sont boostés, ils ont une méthodo, ils savent qu'il faut pas en vriller. Et après, le droit, ça s'apprend petit à petit, en t'intéressant. Tu vois, j'ai mon commercial qui est avec moi depuis l'ouverture à Ménilmontant. J'étais encore surpris de manière hyper positive et tellement content que ça lui plaise. Il est passionné, il réussit, tu vois. Il vient de la Courneuve, il se reconnaîtra, il a fait tous les métiers, il vient de la street comme on dit quoi. De la Courneuve. Ouais, la Courneuve, voilà quoi. On connaît des rappeurs de la Courneuve. Voilà, c'est plutôt rappeur qu'un Jean Imo. Un mec adorable sur qui tu peux compter, qui se laisse pas faire mais qui veut apprendre, hyper poli, en fait toutes les qualités qu'il faut pour faire ce métier-là. Curieux, poli, envie d'apprendre, besoin de gagner sa vie, c'est fondamental. Parce qu'il faut avoir de la niaque au début pour démarcher des gens, les convaincre de passer par toi, que t'es différent, etc. Et je l'ai surpris encore dès qu'il a un temps libre. Putain, il a son bouquin de droit là, son petit code, droit immobilier, il le lit. Donc, c'est ce qu'il faudrait, ouais. C'est ce qu'il faudrait, ouais. Bah oui, j'imagine que Michel, il m'a raconté 10 000 histoires. Ah non, mais nous, on est, ouais. J'hallucine. En fait, nous, c'est le. Après, je suppose, là, comme tu dis, sur le marché parisien, ça doit être peut-être différent. Toi, visiblement, tes équipes, elles sont formées. Moi, j'ai tout eu. Donc, peut-être que toi, t'as un avis sur pourquoi ça se passe mal avec d'autres agents. Je sais pas si. Après, parfois les agents, le biais que vous allez peut-être avoir, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, on peut voir 10 agents
dans la semaine, tu vois. Vous, Ouais. toi, quand t'es dans le métier, bah, au final, tu vois peut-être tes équipes. Après, vu que t'es investisseur aussi, t'as dû en voir. Mais est-ce que t'as une idée de pourquoi c'est un métier qui est décrit? Enfin, moi, c'est simple. Je veux dire, 1 sur 2, même pas 1 sur 2, 3 sur 4, ils connaissent pas la taxe foncière, ils connaissent pas la superficie par cœur, ils connaissent pas s'il y a un garage ou pas. Ça arrive souvent. Hein. Tu visites, il faut voir sur les fiches s'il y a un garage. Je te parle pas des diagnostics, je te parle pas des PV d'AG, des trucs, Ouais, ouais. changement d'usage ou de destination, ça a Tu les été as perdus. voté. En fait, Tu les c'est as perdus. ouais, voilà. Enfin, Mais non, mais non. tout quoi. Et puis là, on a encore parce que là, avec Michel, on a un petit club là, des membres pour qu'ils fassent leurs premiers achats. Ouais, j'ai Et vu, c'est bien ça. ouais, C'est bah ça vachement marche bien. bien, on est content. Hein. Mais là, il y en a un qui a reçu, donc il a fait une offre. T'as l'agent, il lui a dit ouais, il faut signer. Vous pouvez signer demain en ligne le compromis. Il y a même pas les diagnostics. Il a même pas les diagnostics. Et il manque encore des PV d'AG, des trucs comme ça. Tu vois, enfin des trucs. Donc, je pense que voilà, la réputation elle est pas toujours volée. C'est vrai que moi j'ai eu des très bons agents, des agents qui m'ont rappelé, des agents j'essaie de bien les traiter et tout. Après nous ça, ce qui compte surtout c'est le bien, tu vois. Enfin surtout quand t'es expérimenté. Après pour d'autres personnes qui sont un peu plus qui font leur premier achat ou si t'achètes pour 700 000 euros un appartement, bah forcément tu veux être bien guidé. Donc est-ce que ouais peut-être ton avis sur peut-être alors je sais pas du coup il y a les moi je connais pas bien t'as les systèmes de franchise, t'as les agences indépendantes, t'as les Ouais, agences en ligne. alors, Comment grosso ça se modo, passe? le marché, on va parler du marché du particulier. Ouais. En tout cas, les chiffres que je connais, hein, je vais pas dire des choses fausses. Le marché du particulier, donc c'est celui qui te concerne, qui me concerne, qui concerne quasiment tout le monde, parce qu'en fait, c'est les ventes de particulier à particulier. À pas confondre avec le site. D'accord. Le marché des particuliers à particulier, c'est tous les gens qui achètent finalement, enfin qui sont des non professionnels de l'immobilier, on appelle ça, un non Ok. professionnel. Toi, moi, on a beau être investisseur, on n'est pas professionnel. Pour être professionnel, il faut être soit marchand de biens, soit constructeur, etc. Donc ça, c'est une autre catégorie du marché immobilier. Mais le marché immobilier des particuliers, euh, de mémoire, il est, il y a une vraie loi Pareto. Je crois que c'est 80% des ventes sont faites par des agences, si c'est pas plus. D'accord. J'ai eu un autre chiffre par le site, par la franchise là, il y a pas longtemps. 70% des ventes qui sont faites sur le site particulier à particulier, finalement, sont faites par des agences aussi. Donc Ok. déjà, ça c'est un message. Donc moi que j'essaie de porter aux propriétaires, euh, c'est pas une lutte, hein, parce que bon, voilà, chacun fait comme il veut. Mais c'est une connerie de croire que tu vas vendre plus cher toi-même qu'avec une agence. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pour tout un tas de raisons. Bah déjà, t'en parlais, le dossier de vente. Quand t'es en agglomération, tu parles de la loi Allure, t'as perdu 90% de l'audience. Bah, le problème, c'est que c'est ça encore aujourd'hui. Tu vois, il y a un agent immobilier sur deux, quand je vais estimer un bien, ils ont un discours qui est hyper mercatique. Moi, je vous le vends ci, moi, je vous le vends ça, j'ai les clients et tout. Ouais, non, mais c'est de la merde. En fait, tu mets une annonce, oui, t'as des clients. Dans l'absolu, tu peux avoir des clients si t'as un prix qui est pas trop correct. La question, c'est pas ça, c'est comment tu vas faire pour défendre le prix, comment tu vas faire pour faire signer un compromis qui puisse pas être réputé caduque. Parce que là, toi, ce que t'as vécu, c'est l'enfer. Admettons, tu signes. Bon, toi, t'es investisseur, donc t'as que le prix qui t'intéresse. Mais t'es pas investisseur. Ou même, peut-être tu le sais pas, mais un jour, il y avait que toi qui étais prêt à le signer, l'appartement. L'agent immobilier, il met en danger son premier client, qui est le propriétaire, avant l'acheteur. Ok, en faisant ça. Parce que si t'as pas tous les documents annexés au compromis, tu peux pas purger le délai de rétractation de l'acheteur. Donc ça veut dire que même s'il a son crédit, il peut se rétracter pour un oui ou pour un non. Et crois-moi, l'acheteur, il le sait. Hein. Il le sait. Hein. Il Surtout tape quand sur il veut Internet. sortir, ouais, surtout Surtout quand quand il il veut veut sortir. sortir, il le sait. Et Ouais, il le sait plus rapidement que toi. Cherche pas. ouais. Pas que moi, parce que moi maintenant je connais bien trop bien la loi. Mais il le sait, voilà, de manière Ouais. générale. Donc être formé, c'est fondamental. Donc moi, je passe par tous ces prérequis. Donc c'est peut-être pour ça aujourd'hui que chez nous, bah, quand tu regardes nos avis Google sur les agences, ils sont le plus pourri que j'ai eu une fois, c'est 4,3 étoiles sur 5. Des clients blindés qui étaient injoignables et c'est à cause d'eux que ça a traîné. Et au final, je me rappelle très bien. En fait, ils nous ont caché qu'ils faisaient un crédit, mais sauf que moi je m'en doutais. Hein, ils faisaient sans condition suspensive, ça arrive. Et c'est eux, je crois, eux qui m'ont les moins bien notés. Hein. Sinon, voilà, les gens, souvent ils hallucinent, hein, et surtout, particulièrement les propriétaires quand ils voient mon approche et celle de mon associé, on a des notes de dingue et c'est surtout les commentaires.
Mais nous, on fait de l'accompagnement, du conseil, on met en place une stratégie de vente. Alors après, c'est à double tranchant parce que tous les propriétaires sont pas aussi réceptifs. Donc forcément, tous les acheteurs vont pas nous voir. Donc on essaie de progresser et d'avoir de plus en plus de propriétaires qui travaillent avec nous. Mais pareil, les propriétaires. En fait, je veux aussi dire un truc. S'il y a des mauvais agents immobiliers, pour beaucoup, c'est parce que sur le terrain, entre guillemets, il reste que les plus téméraires. Il faut aussi dire quelque chose qui est très vrai. L'image des agents immobiliers, elle n'a pas toujours été top. Elle est de mieux en mieux. On remercie Plaza pour ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au métier et de propriétaires qui se rendent compte que c'est un vrai métier et que ça l'a toujours été. Sauf que il y a eu c'était avant 90, c'était très peu encadré. Il faut reconnaître. Enfin, avant 89, à part la loi Hoguet, tu pouvais un peu faire ce que tu voulais. Il n'y avait pas de garantie de superficie, il n'y avait rien. Donc forcément, t'as des mecs qui faisaient signer des compromis sur le capot de bagnole. Combien de fois j'ai entendu cette histoire dans les années 80? T'es là aujourd'hui, ouah, comment c'était possible? Mais ça se faisait, quoi. Moi, quand on m'a raconté ça à la formation Guy Hockey, on m'a fait signer sur le capot de bagnole à l'époque. Je me dis, mais c'est une blague, comment c'est jouable? Bref, les gens étaient assez cons pour signer, surtout. C'est ça qui me rend le plus fou. Mais, mais ouais, pour en revenir, moi, je pense aussi il y a beaucoup de propriétaires, si tu veux. Là, je vais pas me faire des amis. Mais après, je comprends parce que c'est humain. Ils osent pas faire confiance. Ils voient des gens, je pense, compétents. Moi, je pense qu'il y a plus d'agents immobiliers compétents que ce qu'on pense. Sur mon marché à moi, en tout cas, c'est le cas. Mais par défaut, les gens, ils les choisissent pas forcément parce qu'ils ont pas envie de froisser quelqu'un qui paraît honnête et de bon conseil parce qu'eux, ils veulent un prix trop élevé, ils ont envie de faire à leur manière, tu vois. Il y a aussi ça qu'il faut comprendre. Nous, on représente des gens qui veulent vendre et des gens qui veulent acheter et on essaie de les faire matcher. Une offre qui est trop chère en prix, la faire baisser jusqu'à ce qu'on rencontre l'offre maximale d'un acquéreur sur un bien. C'est ça notre métier à la base. Mais le truc, c'est que c'est un peu la course à l'échalote, l'immobilier. Quand tu essaies de vendre toujours le plus cher. Donc fatalement, celui qui te paraît bien et qui a une vraie approche sur le prix, ça te fait chier. Dans un premier temps, tu es d'abord dans le rêve. Donc pourquoi pas tester toi-même? Ou par justement l'agent immobilier qui dit bah moi je peux le vendre super cher et que celui qui est margoulin en général et qui fait rien à part faire 3 photos d'iPhone et un texte pourri et qui en a rien à foutre du dossier et qui part que sur le coup de cœur, si tu veux, au début de la commercialisation, il sera en phase avec le propriétaire vendeur qui est dans le rêve absolu. Et donc, fatalement, tu te retrouves avec plein de biens pourris sur le marché, représentés par des agents immobiliers qui ont envie de faire que ça. Et que je pense font pas beaucoup de ventes. Okay. Donc, c'est nuançable. Après, bon, j'accorde que moi, voilà, j'ai été acheteur plusieurs fois. J'ai vu des mecs sublimes et j'ai tout vu. Ouais. J'ai tout vu. Mais globalement, pour moi, c'est inconcevable de pas connaître son dossier. Voilà. Il y en a trop qui connaissent pas, qui s'en foutent. Et mes équipes, enfin, moi en tout cas, j'ai mis en place un truc tout con, mais j'ai Dropbox pour les professionnels. Et vu que chez moi, c'est impensable de commercialiser un bien si on n'a pas tous les documents de la loi Allure pour le signer dans les 2 jours qui suivent, c'est qu'on peut ne pas tout connaître par cœur. Enfin, je veux dire, faut être débile pour savoir que dans un immeuble, il y a 78 autres copropriétés et le connaître par cœur, tu vois. Ça, pour moi, c'est un non-sens. Par contre, avoir le réflexe de savoir lire le document et l'expliquer à l'acheteur, c'est celui-là qu'il faut avoir. Il faut avoir la fiche qui te résume tout. Et ça, nous, on l'a. Et l'interface Guy Hockey le fait très bien. Donc, c'est un manque de moyens, un manque de savoir-faire. Mais c'est vrai que globalement... Je pense que certains, ils se posent pas la question, voilà. Tout simplement. Ouais. À Paris, il y a quand même plein de bons agents immobiliers. Hein. Ouais, ça, je veux bien le croire. Il y a plein de bons parce que le marché est dur. Donc, si les gens ils sont là depuis longtemps, c'est qu'ils se débrouillent bien. Mais c'est pareil, le ratio, je dirais que 3 sur 4, c'est pas ouf. On va dire. Et du coup, un agent, combien il gère à peu près de biens, combien il en vend à peu près sur une année? C'est un chiffre que je peux pas te dire. Ok. Je peux pas te le quantifier. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, là, sur les 12 derniers mois, dans mon agence dans le 20e, on a fait 31 ventes. Ok. Ce qui est, vu la période Covid, alors voilà, je dis ça en même temps, c'est sur les 12 derniers mois, il y a eu 3 mois, on a été fermé. Ouais. Enfin, sur les 14, enfin, j'ai ouvert en fin septembre, là. Ouais, sur les 12 derniers mois ouverts, on a fait 31 ventes. Donc, on était à 2,5 le personnel en moyenne. Non, 2,5 personnes. Donc, okay, je vais prendre ma calculatrice et je vais te dire combien ça fait par mois. Mais tu dois pas être loin de ça. Ça fait 2,58 ventes.
t'y es, l'idée, un commercial, chez nous en tout cas, débutant, moyen, s'il applique la méthode, qui prospecte correctement, il devrait arriver à faire, ouais, c'est ça, 1,5 ventes. En tout cas, une vente et une action sur une autre vente. Donc, soit avoir rentré un bien et un collègue le sort, soit faire la sortie d'un bien. Chaque mois? C'est l'idée. Ouais. Sinon, je vois mal comment les gens, ils peuvent gagner. Parce que si tu gagnes pas ta vie, attends. Bah, il y en a plein, Faut se mettre à la place des mecs, aussi, des fois, c'est pendant 6 mois, les mecs, ils vont potentiellement se lever le matin, travailler 11 heures par jour, des fois sans pause, des fois en se faisant tacler sévèrement, alors qu'ils ont une volonté de bien faire et pour gagner le SMIC, quoi. Tu le fais? Non, moi je le fais pas, non. Par contre, c'est vrai attention, hein, si tu appliques bien la méthode, moi j'ai pas du tout gagné le SMIC ma première année de métier. Hein. Ouais. Que ce soit clair, hein, mais c'est un sur 10, quoi, voire plus. Ouais. Okay. Et du coup, comment tu prospectes les biens? Comment vous les prospectez? Parce que je suppose que c'est le nerf de la guerre à Paris. C'est pas trouver un acheteur quand t'es au prix, ça doit aller assez vite, quoi. Oh, avec le Covid, ça a redistribué les cartes. Ouais. Mais globalement, on manque toujours de biens. Enfin, comment dire? Moi, je cherche pas des biens, je cherche des projets. Nous, on cherche à aider les gens qui ont des vrais projets. Donc, oui, c'est cannibalisé de dire qu'on cherche des biens. Qu'on prospecte, c'est la plus pure vérité. Beaucoup de manière indirecte. Donc, se faire bien voir des commerçants du coin, c'est déjà très bien. Dans les cafés aussi. Le relationnel indirect pèse très fort. Moi, au bout de là de 10 ans, je suis toujours surpris du nombre de gens qui pensent à moi. Ça me fait plaisir. C'est seulement là, tu vois, au bout de ça. Moi, je le vois toujours. Ouais, parce que c'est un processus long, en fait. Les gens, la plupart, ils ont pas un bien à vendre tous les 6 mois, quoi. Bah non. Donc, et puis, après, on peut dire ce qu'on veut. Je connais plein de gens, mais combien t'as d'amis qui sont prêts à filer leur bien à la vente? Au final, t'en as peut-être 3, tu vois. C'est pas là-dessus que tu vas manger. Des ventes, faut en faire 3 par mois pour être bon. Donc, bon. Non, on prospecte. Alors là, comme tout le monde, t'as du flyer, mais ça, nous, on le fait quasiment plus. La seule chose que je distribue en flyer, c'est un calendrier qui est un peu rigolo parce qu'il est rond avec un papier un peu sympa. Donc, c'est toujours pour se démarquer de la concurrence, quoi. Et vous avez aussi les pancartes, là, Guy-Hockey qui dépassent, là. Parce que c'est vrai qu'on les voit dans pas mal de villes. Je sais pas si à Paris, ça fait longtemps. Ah, les panneaux ronds, là? Les panneaux, aux fenêtres, tu vois, la plupart des agences, elles ont un panneau plat. Et, attends, je t'en montre un. Ouais, bah oui. Alors ça, pour le coup, tu les remarques. Et ça fait une sacrée différence, hein. T'as l'impression, dans pas mal de villes, t'as l'impression qu'ils ont tout le marché, quoi. Enfin, en tout cas, ça se voit bien, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, ça, quand on peut le mettre, c'est génial. Que ce soit à vendre ou vendu. Bon, moi, j'aime bien la preuve vendue, c'est mieux que à vendre. Mais à vendre, on se rend pas compte en fait de l'impact que ça. C'est le plus vieux canal de communication de la Terre. En fait, un acheteur qui appelle sur un panneau à vendre, en général, il a validé le quartier, l'architecture de l'immeuble. Et vu qu'ils sont pas trop cons, parce que moi, je pense que les gens, quand ils cherchent à acheter, ils sont tous sauf bêtes. Donc, je les prends pas pour des cons. Je pense qu'au fait, ils ont vu le nombre de fenêtres, ils ont déjà un peu compris quel type d'appartement ça allait être. Et si ça se dit, ils l'ont vu sur ton site internet. Donc, en fait, il y a déjà plein de choses qui sont validées à travers le panneau. Donc, moi, j'incite les propriétaires à en mettre quand ils peuvent. Franchement. Mais au-delà de ça, tu revenais sur la prospection, donc relationnel. Mais il y a un truc qu'on fait beaucoup, c'est des courriers nominatifs, mais instructifs. Moi, je fais pas un courrier en disant, non, le pire. Ok, laisse tomber. Barbant au possible, tout le monde fait ça. Non, moi, je fais un courrier d'instruction. Le saviez-vous? Sur les 5 dernières années, le prix dans le quartier, là je viens de le finir, le mailing, j'ai mis un temps fou à le faire avec une boîte spécialisée là-dedans. Le saviez-vous, votre quartier a pris 28,9% en 5 ans. Peut-être que vous n'avez pas pensé à vendre, mais c'est le moment de réfléchir à vos projets. On peut penser à vos projets ensemble. On fait des calculs, combien vous pouvez acheter si vous vendez tant, etc. Là, c'est une approche qui est différente, qui prend du temps, mais quand elle paye, les gens font confiance, quoi. Okay. Donc voilà, après tu te retrouves fatalement avec des biens correctement commercialisés. Donc tu as un dossier complet, des super photos, un plan à la mesure, la possibilité de signer de manière à distance, etc.
Moi, j'essaie de faire une approche où on commence bien, on finit bien. Ça, c'est un marchand de biens qui m'a appris cette citation. L'immobilier, quand ça commence mal, ça finit mal. Le mec, il nous a toujours dit ça. Ok, bon, d'accord. Et il a raison, en plus, c'est ça le pire. Ouais, c'est Il a comme quand trop on dit, raison. quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah, c'est ça, en fait. C'est... Ah ouais. Alors là, dans le recrutement, quand il y a un doute, il y a vraiment pas de doute. Hein. Ça, c'est le number one, c'est le credo. Après, vous, ce qui est bien, entre guillemets, avec les agents IMO, même si c'est pas lisse, je veux dire, les ventes, au bout d'un moment, tu t'en rends quand même compte, quoi. Je veux dire, c'est un gars qui est là depuis un an, qui a rien vendu. Alors que dans d'autres métiers, tu vois, c'est plus compliqué de voir si quelqu'un, il est bon ou pas, tu vois. Tu penses à Moi, quoi, par exemple? bah, je sais pas, admettons que t'es chercheur, tu vois, je dis un truc tout con, t'es chercheur, ben voilà, tu vas chercher, tu vas peut-être jamais trouver. Ou si t'es, je sais pas, logisticien, ou même dans le recrutement, tu vois, tu peux recruter des gens jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils sont pas bons. Ça peut prendre du temps, hein, tu vois, si t'es Ah non, mais c'est RH clair. dans une boîte. Tu vois là, chez, comme tu disais là, chez les confitures, bah, va voir la nana qui trie mieux les églantines que l'autre, quoi. Ça peut prendre du temps. Hein. Puis en général, celle qui en fait le moins, c'est celle qui parle le plus, donc t'as l'impression que c'est que c'est celle qui travaille le plus, tu vois. C'est un peu. Mais grave. En tout cas, à l'églantine, moi, j'ai compris tout de suite que les nanas qui étaient au tri, au fini, elles prenaient 7 kilos en un mois parce qu'elles faisaient que bouffer des frites toute la journée. Ouais. C'était trop bon. Okay. Ah là là. Mais ouais, les commerciaux. De toute façon, on pourrait en parler des heures. Là, j'ai fait une formation mais génialissime la semaine dernière avec un monsieur que je nomme qui s'appelle Christian Delaporte. Pour ceux qui doivent recruter des commerciaux en France ou même ailleurs, consultez-le. Franchement, il va vous apprendre à recruter des vrais commerciaux, comment les titiller, comme il dit, leur poser les bonnes questions. En fait, déjà, il m'a appris un truc que j'ignorais, c'est que moi, j'ai fait pas mal de formations commerciales, mais il y a plein de méthodes commerciales, de types de questions à poser. Il n'y a pas que les questions ouvertes ou fermées. Tu as les questions à rebond, les questions conditionnées, etc. Et en fait, pour un commercial, c'est quelqu'un de tenace. Donc, s'il est prêt à faire la concession, de pas gagner beaucoup de sous pendant les premiers mois et d'y aller, il faut voir juste s'il est tenace avec le refus, avec le non. Et si oui, ça va être en général quelqu'un de curieux, quelqu'un qui va s'intéresser. Et là, tu peux le former. Mm. Mais c'est pour ça que, en fait, le plus dur dans notre métier, c'est de recruter. Et je pense que tu as plein de gens qui sont pas à leur place, mais qui restent là par confort ou par défaut, si tu veux. Donc voilà, il y a aussi tout ça, quoi. Ok. Ouais. Ok, bah super. Bah, du coup, si on peut passer sur ta vie d'investisseur parisien. Ouais. C'est vrai que nous, on connaît pas mal de gens qui investissent dans des villes pas très chères, tu vois, pour avoir de la renta en loyer classique, quoi. Peut-être que, et c'est vrai qu'il y a des investisseurs parisiens, on en croise assez peu. Du coup, si tu peux un peu nous raconter ce que tu as comme type de biens, comment tu les exploites, combien t'en as, voilà, des trucs comme ça, quoi. Alors, on n'a pas forcément des masses de biens, hein, parce que c'est cher. Ouais. Déjà. Alors bon, déjà petit aparté, je pense que je pourrais avoir plus d'appartements si j'avais acheté plus tôt. Moi, j'ai fait un choix professionnel, c'est que je vais être chef de ma propre entreprise. Donc ça aussi, c'est un investissement à Paris, et pas des moindres. Hein. Une agence, c'est plus cher qu'un appart. Hein. Large. Donc voilà. Mais moi, j'ai 2 appartements. J'en avais 3, je viens d'en vendre un. Donc quand j'en ai eu 3, je viens d'en vendre un là au mois de décembre, l'acte authentique c'est signé. C'est mon premier que j'ai acheté en 2016. Donc déjà, premier truc, je l'ai gardé pas longtemps. Et j'ai fait une très belle plus-value. J'avais une renta, je vais la calculer. Donc c'était un petit studio qui était petit, qui faisait 12 mètres carrés. Donc, ne sautez pas au plafond, hein, ici ça se fait 12 mètres carrés. Ça se loue. Les gens, ils sont plus petits. À Paris, la bouffe, c'est plus cher. Du coup, ils mangent moins et ils sont plus petits. Ouais. Alors, la bouffe et les restos, franchement, c'est pas vrai. Non, je sais. Voilà. Moi, je suis allé à Strasbourg l'année dernière. Je sais plus, il y a 2 ans, on passait une soirée et tout avec mes potes. J'étais là, waouh, les mecs, vous devez gagner super bien votre vie, hein, parce que Strasbourg, on est allé à la hache ou je sais pas quoi. Je dis non mais attends, le poulet en plus il est pas ouf. Tu fais cloquer ça 25 balles. Je dis mais c'est une blague. Enfin, c'est super cher quoi. Et je croyais que les consos dans les bars, elles étaient au moins aussi chères qu'ici, voire plus. Ça dépend des quartiers à Paris, mais on a en tête en fait des quartiers trop chers. Paris, c'est touristes. Voilà. Paris, c'est pas le 6e, le 7e, le 8e. Ça, c'est des quartiers à touristes.
Bah, je croyais qu'il y avait que ça, moi, avec les non. hôtels particuliers, avec les portails, avec les voitures. Pas du tout. Pas du tout. Paris, c'est des quartiers hyper populaires qui sont gentrifiés maintenant, mais donc du coup, tu restes avec plein de bars où tu peux te choper une pinte à 3,50, 4 balles, tu vois. Ah bah voilà. Voilà, donc t'inquiète, c'est là où je vais. Mais bon, on revient sur l'investissement. Donc ouais, j'ai acheté cet appart, 75 000 euros en 2016. Ok, à Gare du Nord. C'était une chambre où il y avait juste un tuyau d'arrivée d'eau et une fenêtre Velux. D'accord. C'était une très bonne affaire. Une très bonne affaire. 5 000 le mètre carré, du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas cher. Attends, 75 divisé par 12. Ouais, 6 000, ouais. 6 200. 6 000. Ouais. Allez. Après, un peu plus parce qu'en Carrez, en fait, il faisait 1 mètre carré de moins. Ok. Mais c'était un tout petit peu mansardé. Bon, ça tire vite 1 mètre carré. Hein, c'est comme ça. Donc, c'est mon premier appart, acheté en 2016. T'as tout refait, je suppose, du coup. Ouais. Bon. Alors là, pareil, à Paris, enfin, c'est pas à Paris, moi, c'est notre manière de faire. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est surtout un client qui fait ça. Que j'ai rencontré en 2015, je crois. On est devenus assez proches, quoi. Donc, on essaie de bouffer tout le temps ensemble. On boit des bons vins, on essaie de se faire des bons restos et tout. Et en fait, lui, on a toujours réussi à louer super cher quand c'était bien refait. D'accord. Donc bien refaire, là, avec l'équipement, les 12 mètres carrés au sol, j'en étais à 14 000 euros de travaux. Ouais. Donc ça fait un budget. Ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Mais après, tu peux le faire à Paris. Tu peux pas le faire dans une ville à 2000 euros le mètre carré, quoi. 14 mais 000 non, mais bien sûr. Donc si tu veux, moi je faisais une location meublée, tout comprise, électricité, pour sortir de l'encadrement des loyers, parce que nous on a l'encadrement des loyers aussi. Pour sortir de l'encadrement des loyers, déjà en plus ce qui était bien, c'est que du Velux, tu voyais le Sacré-Cœur. Donc techniquement, j'étais vu monument historique, tu vois, donc je peux sortir de l'encadrement des loyers. Donc je louais cet appartement 650 euros par mois. Donc tout le monde m'a dit ouais, mais machin, mais t'es un voleur, c'est hyper cher. J'ai dit ok. Regardez tous les biens des 15 mètres carrés, les 14 mètres carrés, qui a peut-être à 600 balles ou 650 balles dans le quartier, dans le 10e. Le mien, il est peut-être plus petit, mais il est refait par architecte. L'appart, il est trop beau. Ils dorment sur un super convertible de France avec un matelas Bultex de dingue. Tout est au top. La douche, la salle de bain, les carreaux de ciment. Je pourrais t'envoyer des photos si ça t'intéresse, évidemment. Voilà. Et du coup, t'es pas trop mal en renta encore. Enfin, surtout. Justement, on y vient. Donc attention. Ouais. Donc tu divises par 12. Le coût du projet, c'était 75. Il y avait 5 000 de com d'agence dans les 75. Donc plus les frais de notaire, je crois qu'en tout, j'étais à 96 000 ou 94 000. Donc, j'avais une renta 94. J'avais une renta de 8,29% brut. À Paris, ouais. Par contre, on parle de 3%. Ouais. Et alors, bah voilà. Et chose qui est bien, c'est que les charges. Quand t'as 12 mètres carrés, t'as pas beaucoup de charges en général. Bah non, c'est coup de bol. Déjà, la taxe foncière dit un prix. Combien je fais la taxe foncière? Déjà, c'est pas cher à Paris, hein. Donc, moi, je peux te dire, j'ai un 17 mètres carrés, je paye 350 euros. Je sais qu'à Paris, c'est pas cher. Du coup, allez, je vais dire 150. 31. J'ai oublié de la payer une année. Les impôts, ils m'ont fait la majoration de 15%. J'ai dit, ouais, allez, vous êtes seigneur. Ouais, et les charges, elles étaient pareil de 30 balles par mois avec le chauffage et le gardien et l'ascenseur. Ah ouais, bah voilà. Ouais, en plus, j'ai tout cumulé dans ce coup de bol, parce que, après, j'ai eu un coup de bol, hein, ça arrive, hein, il en faut, hein. Parce que les charges étaient pas tout allait bien, si tu veux, pour le profil investissement. Ouais. Vraiment, c'était pas cher. Par contre, j'ai une concession à faire, c'est installer des broyeurs. Ouais. Voilà. Ouais, ça, même à bas prix, parce que le prix était très bas. Même à bas prix. Comment j'ai eu l'appartement? Parce que tu penses bien qu'il y a eu 10 offres au prix. Ouais. Ça, c'est plus important pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent investir dans des villes où t'es plusieurs à faire l'offre au prix. Connaître le droit, ça m'a évidemment aidé. En fait, vu que les sanibroyeurs, c'est interdit à Paris, moi, j'ai marqué dans l'offre d'achat, je fais affaire personnelle de l'installation ou non de water closet ou de broyeur sans recours contre le vendeur, j'en fais affaire personnelle. Ça, si tu veux, c'est la forme qui est indiquée même dans l'acte de vente. Donc, quand le propriétaire, il a vu ça et l'agent immobilier lui a dit, eh ben, ils m'ont pris moi. Parce que je suis le seul qui ait pensé à marquer ça.
Ouais. Donc j'ai quand même mis toutes les chances de mon côté. Alors ok, j'ai eu de la chance d'être pris, mais j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et il faut savoir qu'à la base, l'appartement, il avait été présenté à 65 000 euros. Alors j'étais avec une agence, je les citerai pas. Le mec était gentil, mais complètement dépassé par les événements. À la base, c'est présenté à 65 000. Il faisait les visites en 10h à 11h et un samedi matin, je m'en parlerai toute ma vie. Je l'ai saoulé pour venir à 9h45 jusqu'à ce qu'il accepte. Ah, parce qu'il faut faire. Et il a accepté. C'est ce qu'il faut Et il faire. a accepté. Bah voilà. Et il planait complet. Et après, les propriétaires, en fait, quand ils ont vu que il y avait 10 offres ou un truc comme ça. Ouais, finalement, ils ont augmenté le prix de 10 000. Moi, j'y suis allé quand même. Ouais, bah voilà. parfois c'est ça. Parfois, faut mettre son ego de côté et puis et puis aller quand c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Voilà. Et donc là, je l'ai revendu. Donc j'ai ce bien-là. J'en ai un autre que j'ai acheté après. Celui-là, tu l'as vendu. Celui-là, je l'ai vendu pour des raisons personnelles principalement. Ok. Et professionnelles, c'est qu'en fait, là, j'aimerais bien réussir à gagner ma vie en tant que marchand de biens et faire de la charvente. C'est un projet, quoi. Donc il faut dégager un peu de trésor. Mais en tout cas, j'ai acheté l'année d'après un autre appartement dans le 20e, un 16 mètres carrés. Alors accrochez-vous sur le prix, 103 000 euros. C'est pas cher non plus, ouais, du ça tout. Va, ça va. Mais pareil, c'est un appart qui est revenu sur le marché en août. J'ai acheté par agence avec Century 21 d'ailleurs, que je salue, l'agence dans le 19e là, Simon Bolivar. Yvil, le patron, Yvil Yalcin, excellente personne. Voilà, tu vois, il y a des très bons agents. Lui, il en fait partie. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est toujours au top. Il a un chiffre d'affaires énorme. Le mec est bon, quoi. J'étais très content d'acheter avec eux. Franchement, ça s'est passé nickel. Et donc cet appartement, j'aime bien dire l'anecdote toujours parce que faut prendre pour ceux qui vont écouter. C'est rare de toucher, surtout en 2017, alors que les prix commencent à prendre 20-30% avec la baisse des taux. Chez nous, ça monte vite. Ça baisse vite, mais ça monte très très vite. Tout le monde achetait. C'était compliqué de trouver en dessous de 10 000 le mètre. Ça l'est toujours aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une baisse des prix, donc il y en a de plus en plus où c'est entre 9 et 10. Et moi, j'ai touché le bien à 6 000, quoi. J'en suis le premier surpris. Hein. Chance, ouais. Enfin, voilà, après, faut chercher pour trouver. Hein. Pas tant que ça. En fait, déjà, il y a des moments où acheter, quand tu veux acheter pas cher. En août, c'est bien, ouais. Août, décembre, c'est très bien. Les gens regardent moins l'immobilier. Alors là, c'était en plus pendant les vacances, le pont du 15 août, donc t'es là. En fait, c'était un refus de crédit. Donc l'appart, il est retombé, je me rappelle très bien, à 114 000 à la vente, ou 119, je sais plus. Et c'était une merde, hein. Il y a pas de, quand tu le visites. Ouais, non, mais attends, je le dis, hein, un rez-de-chaussée sur cour, sombre, avec la pièce principale qui donne sur une courette ultra sombre et la salle de bain sur la cour et tout. En plus, j'ai bien vu. Alors ça, pareil, l'expérience te file des bons réflexes. Il y avait une toile peinte toute blanche, immaculée, tu sais. Donc ça, c'est le cache-misère par excellence. Ouais. Donc je m'en doutais. Sauf que il y avait le contexte. Et le contexte, c'est l'agent immobilier, le patron, qui vient me faire visiter l'appartement le samedi matin tout de suite. J'appelle, faut venir demain matin, c'est un vendredi, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était le 15 août. On va être le 14, le samedi. Il vient, je dis, moi je suis là aussi, je bosse. Et je lui dis direct, je suis comme vous, je suis agent immobilier, qui ok dans le 10e, on s'est pas rencontré, bon machin. Et je le visite. Et je lui dis, mais pourquoi il y a eu le refus de crédit et tout, machin. En fait, il me le dit direct, ça a été négocié. Je voyais il voulait pas s'en occuper, si tu veux. Il avait pas le temps. Il avait trop d'appels. Tout le monde était en vacances, les conseillers, tout le monde, la propriétaire. Faut revendre l'appart. Donc, en fait, moi, j'ai compris qu'il allait perdre son exclusivité à la fin du mois et qu'il allait passer 15 jours avec peu de visites. Et je lui dis, moi, je vous le prends, l'appart. À combien je peux le toucher? Et donc, à combien je peux le toucher, etc. Et je négocie à 103 000 balles. Je négocie un peu la com, donc avec la com d'agence, il y avait un peu plus. Mais c'était pas cher, quoi. Et en fait, c'est en le visitant, j'ai vu le truc que lui, il a pas vu. Parce que c'est pas lui qui l'avait rentré, c'était une négociatrice, si tu veux, etc. Et la négociatrice, elle a pas dû le voir. C'est qu'en fait, il y avait un énorme placard qui créait une ombre entre les deux pièces de vie, mais sinon entre les deux espaces, mais sinon l'appartement il est traversant avec 2 fenêtres. Putain, attends, ça c'est bien, ça. C'est plein sud sur la cour, elle est dégagée.
l'immeuble mignon comme tout, l'emplacement vachement sympa à côté du parc de Belleville, de Jourdain. Donc je me suis dit, j'ai eu le pif, il y a un truc, Et j'y les vais. placards, ça rentre pas dans la loi Carrez, hein, je suppose. Hein. Si, Ah, même. si c'est des placards, Ouais. si c'est des placards, tu peux casser parce que c'est constitué de cloisons, ouais. Ah, ok. Sinon non. Alors le placard, voilà le placard en dur en fait qui est compris dans une embrasure dans les bâtiments anciens typiquement. Ouais. Une embrasure qui est compris dans une embrasure, donc en clair où tu as une petite dalle au sol. Ce placard-là, le diagnostiqueur normalement il doit pas le compter dans la loi Carrez. Il peut te le noter à côté en superficie annexe au sol, Okay. mais pas en Carrez. Et moi je vois ce placard énorme qui sert à rien. Et en plus il y a 3,10 m sous plafond, donc c'est quand même pas mal. Si tu veux, je me dis là putain ça, à mon avis, c'est encore plus rentable que le premier. Et donc je l'achète, je fais venir mes gars là, les Colombiens avec qui je bosse et tout, et je pète tout et je dis on sonde les murs, punaise, la pierre apparente, on trouve une magnifique poutre Eiffel qu'on restaure, je t'enverrai des photos. Cet appartement, j'ai en coût de revient, je dois être à 125 000 ou 124 000 max. Et j'ai nouveau mis le top. J'ai fait faire de la menuiserie sur mesure, un rangement à chaussures intelligent dans un petit escalier parce qu'en fait on peut accéder à une courette où je peux mettre un extérieur. J'avais pris le temps de l'aménager parce qu'au final il y avait des travaux de copro à venir. Et j'ai mis le top. Villeroy et Bosch pour les sanitaires, du gros pour tout ce qui est flexible, pommeau et tout. Enfin, ce qu'il faut faire quoi. Et je le louais avant le Covid 850 € par mois. Ok, ouais, non, mais pas mal. Hein. Donc une renta de je sais pas quoi. 10 000 € par an sur 125. Sur 125 Attends, 850, charges comprises évidemment. Alors là, les charges sont un peu plus élevées. On va diviser par 124 000. Pareil, 8,22%. Ouais. Il me restait les charges et le foncier. Bah, le foncier, pareil, 150 € je crois. Et les charges, combien à peu près je crois qu'il y a 110 par trimestre. 110 par trimestre, ah bah ça va. Ou 120 par trimestre. Ah ouais. C'est vrai que les problématiques des charges à Paris sur ces surfaces, c'est pas les mêmes qu'on peut avoir dans les 110 mètres carrés en province, dans les immeubles années 70 où là tu tapes du 300, 400, 500 par mois. Hein. Ouais. Donc, ouais. C'est ça. Et alors du coup, ça me permet de dire un truc aux gens qui vont nous écouter. 8%, ça fait de bien que t'as 8% de renta brut, quoi. Non, mais attends, et j'ai fait acheter à ma femme, enfin ma conjointe. Ouais. On n'est pas mariés, mais c'est ma femme quand même. Hein. On a un bébé, donc. Et alors attends, c'est pas fini parce que du coup maintenant c'est pour le petit, donc nous on considère que c'est un ensemble. On n'a pas fait de SCI et tout parce que on veut rester flexible, surtout moi. Ouais, quoi. Et puis surtout si tu revends vite, c'est moins intéressant. Enfin, ouais, j'avais pas prévu de le revendre vite, mais j'avoue que le broyeur, au bout d'un moment. T'as des problèmes avec ? Non. Parce que moi j'étais déjà hésitant sur un bien où il y avait qu'un sonnier broyeur et je suis pas allé. Alors pas que à cause de ça, mais disons que ça faisait encore pencher plus la balance dans le fait que j'étais pas sûr et je sais pas, j'ai regardé un peu sur internet, t'avais des gens qui disaient qu'ils avaient souvent des problèmes, j'en sais rien. Mais en tout cas, si t'en as pas eu, tant mieux. Non, j'en ai pas eu. Maintenant, comment dire, j'ai eu l'opportunité d'acheter. En fait, je vais le dire aux gens sur le même palier. J'ai sympathisé avec la nouvelle gardienne qui est adorable dans l'immeuble où j'ai le premier appart à Gare du Nord là, et j'ai sympathisé avec la gardienne. Donc ça, voilà, pareil, c'est des trucs à faire hein, si on veut acheter. Et elle me dit oui, moi si vous en achetez d'autres, moi je connais, j'ai une cousine, faut la loger, machin. Regardez dans l'immeuble s'il y a des gens qui vendent, vous me le dites, moi je peux être acheteur. Puis au mois de putain, il y a un an, au mois de février, elle m'appelle, elle me dit oui, il y a un voisin, il vend. Je dis ah bah super, ça m'intéresse. Ouais. Je pose pas de questions parce que elle a l'accent portugais à mort, donc je savais que ça, j'allais rien comprendre. Elle me dit vous voulez le voir l'appartement? Je dis bah ouais. Et non, elle a pas les clés. Mais je sais même pas ce que c'est. Si ça se dit, c'est un truc que je peux pas acheter, tu vois. Ouais, ça se trouve, ça se dit, c'est un 100 mètres carrés. Je suis là, la mec, c'est pas 1 million. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'y vais. Et là, arrive un vieux monsieur, avec un chapeau, un gros bidon, la veste en cuir. Alors, je le vois comme ça. Je me dis, c'est qui ce monsieur? Et, il s'avère qu'il était agent immobilier, mais à l'ancienne, de chez ancienne, avant même que la loi Hoguet exige, je pense, tu vois. Mais bon, bref. Et il montre un 17 mètres carrés et 20 mètres carrés au sol avec 2 fenêtres et tout pourri, tout à refaire, comme on adore, ce que tu aimes, ce que j'aime, ce que tous les investisseurs réclament.
Et il me dit, il est à 150 000. Je dis, ouais, bon. Déjà, on est en 2020, vendre en dessous de 10 000 le mètre dans cet immeuble, c'est rare. Voilà. Donc là, déjà, l'appart, il était à 8 008. Je dis, bon, ok. Mais moi, à partir de 150 000, si tu veux, quand tu cumules les travaux, plus les frais de notaire, et après le loyer, t'arrives dans, malheureusement, ce qu'il faut éviter de pas acheter dans des grandes villes, en tout cas comme Paris. Ça, Paris, c'est un calcul tout simple. Au bout d'un moment, t'arrives à une rupture au niveau de la mensualité et des loyers. Si tu dépasses 150 000 en coût de revient, t'es foutu. Mais je pense que c'est Donc, partout en France, en fait. Voilà. Peu Bah, tu importe, vois. peu importe l'endroit. Ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me suis pas particulièrement intéressé à Mulhouse. Mais à partir de 150 000 de budget, ton invest locatif, moi, je considère qu'il est foutu, quoi. Parce qu'après, les gens, au bout d'un moment, ils vont plus payer, tu vois, soit ils vont acheter, ou soit, enfin, les trucs, tu vois, c'est en fait l'inverse par exemple, si tu vas à l'hôtel, genre pour 50 euros, t'as un truc bien, mais après, faut payer 300 ou 100 euros, je sais pas, mais après, faut payer 300 pour avoir un petit peu mieux. Et à Ouais. la loc, c'est l'inverse. Je sais pas, pour 500, t'as un truc, moyen, mais après, au-dessus de 1000 balles, enfin, en province, mais après, à Paris, eh ben, tu vois, les trucs, on va dire, toi, t'achètes des mètres carrés en payant le mètre carré fois le prix au mètre carré, mais après, la loc, ça se passe pas comme ça. Au bout d'un moment, bah, voilà. Non, c'est Autant vrai. partout en France, même si t'as une maison, tu vois. Là, dans le club, on a un des membres, il a été voir pour une maison à 1000 euros. Tu vois, une maison bien et tout, récente et tout, mais Ouais, 1000 ouais. euros, c'est déjà trop cher parce que les gens, bah voilà, Et ils elle ont pas coûte tant combien, compte que elle ça, vaut combien, cette maison? je sais plus combien c'était dans les 150 je pense 150 voire un peu plus mais 1000 euros on n'avait pas de demande tu vois parce que c'est 1000 euros c'est trop d'argent pour des Ah, donc tu locataires payes pour avoir une renta et t'as du mal à avoir 7, quoi. ouais t'as des trucs moi je pense effectivement tu vois qu'à partir de 150 000 t'arrives plus à t'en sortir dans la renta. Après Non, tu c'est peux faire sûr. des autres choses mais je vois pas comment c'est possible tu vois. Ouais, ouais. C'est comme ouais, t'as des villes dans les villes où c'est cher, bah voilà, c'est des petites surfaces. Après, toi, ça va être 100 000 le 17 mètres carrés. Dans un autre truc, ça peut être un 80 mètres carrés. Mais au final, ce sera pareil, quoi. Ça se louera à peu près les mêmes prix, en fait, là. Ouais, c'est une question de ratio. Bon, Je veux dire, ouais. Ou alors, faut couper, faire des colocs, des trucs comme ça. Peut-être que là, tu peux, mais sinon, moi, je trouve qu'à partir de 120, 130, tu t'y retrouves plus, en fait. non, mais Après, c'est ça, le c'est notaire, c'est ça. proportionnel aussi. Le notaire, c'est 8% C'est ça. plus t'achètes cher, plus tu payes cher. Ouais. Bah oui, il y a tous ces aspects qui sont importants, quoi. Bon, quand on parle de rentabilité, moi, il y a un chiffre que j'aime bien, si tu veux, parce qu'il permet de s'y retrouver. Je pense dans les grandes villes, si tu arrives à avoir 7 nets ou 7 bruts, c'est un bon calcul parce que souvent, c'est un loyer qui va te couvrir ta mensualité. Ce chiffre-là, je sais pas si tu as remarqué, hein. Souvent, quand tu es à Ouais, 7, ouais, ça dépend de la taxe foncière, mais ouais, ouais, 7 globalement, ça te mètres, paye 7 mètres, c'est sûr, oui, bah oui. De globalement, ça te paye la mensualité. toute façon, c'est simple. Si t'achetais un Donc, les truc banques, sur elles voient 20 que t'es ans, pas trop mal, quoi. ouais, si t'achetais un truc sur 20 ans, tu rembourses Pardon. grosso modo 5% par an, tu vois, le calcul est vite fait, quoi. Si Ouais, t'achètes un ouais, truc sur ouais. 20 ans, 5% par an, tu rajoutes 1% d'intérêt, ça fait 6% et 1% du reste, quoi. Et puis voilà, t'y es, hein. Tiens, tu vois, en fait, c'est ça, il y a c'est des, bon, nous, on fait ça par réflexe, parce que Hmm. je pense qu'on a un peu trop poncé le sujet, mais, en quoi qu'il y a toujours tout à apprendre. Ouais. Mais, euh, il y a des petits chiffres clés comme ça. Moi, j'aime bien les calculs financiers. Peut-être que toi, t'es beaucoup là-dedans. Je me rappelle quand je me suis mis à l'investissement locatif. Il y a un copain de ma femme là qui a fait une belle école de commerce, vachement sympa. Je peux pas te calculer le nombre de déj qu'on a fait ensemble, à discuter de biens qu'on avait visités pour voir les rentas et tout. Mais lui, si tu veux, c'est un financier pur et dur. Putain, il m'a fait un Excel, mais magnifique, magnifique, le truc incroyable. Donc il te sort tout, la renta nette, brut, le cash flow sur les années d'emprunt. Enfin, ça va trop loin, le prix au mètre carré, Hmm. le prix auquel faut le toucher et tout. Et lui, il se fait que à cet outil.
Résultat des courses, il a acheté 2 apparts à Paris, et puis 3, je crois, et c'est fini. Il arrive plus. Il trouve plus. Parce qu'en fait, non. Les prix, ils ont trop pris. Voilà, nous, moi, j'ai acheté à des périodes charnières, 2016, 2017. Après, l'immobilier, il a pris 30% en moyenne. Voilà. Et les loyers, non. Les loyers, un peu, mais pas tant que ça. Ah. Par contre, ce qui est significatif, c'est que nous, notre stratégie qui est de louer, meubler haut de gamme et de valoriser un bien et non pas une superficie, elle a toujours été payante. Et alors attention, c'est là qu'on y arrive, et ça c'est différent de ce que vous faites toi et Michel, c'est que moi, j'ai mon expérience aussi de la revente, quand je revends des biens haut de gamme. Ok, on explose les prix au mètre, en général. Là, l'appart là, que j'ai acheté à Gare du Nord, le premier, accrochez-vous le prix au mètre carré. En plus, en doublant les murs et tout, j'ai perdu un peu de carré. Donc, il faisait 17,5 en loi Carrez. J'ai vendu 130 000 € avec la com d'agence. Faites le calcul au mètre carré. Sachant que dans cet immeuble, il n'y a pas eu une vente au-dessus de 11 000. Donc, moi, j'ai fait, je l'ai vendu à 12 200, je crois. Non, 12 500 presque sur le Carrez. Voilà. Donc, non, mais t'as l'effet coup de cœur, t'as l'effet, le voilà. truc qui vend bien, t'as l'effet, les gens, il y en a, voilà, t'as les travaux, si c'est bien fait, c'est sûr que ça a un impact, hein. Et parfois, nous, on le sait, mais tu te fais quand même avoir. Tu vois, quand tu visites, tu sais qu'en fait, c'est pas si cher, entre guillemets, de faire un truc qui rend bien et tout. Ouais, bien sûr. Mais tu te fais quand même biaiser, tu vois. Tu te fais quand même, tu vas être un peu sur tes gardes, mais mine de rien, ça impacte quand même ton jugement. Au moins le oui ou non, tu vois. Peut-être pas le prix que tu vas proposer, mais le oui ou non. Ouais, c'est vrai. Bah, on est tous sensibles à ça, hein. Je veux dire, c'est comme t'achètes une voiture, elle est pas aspirée, elle est pas lavée. Bah ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est comme ça. Je veux dire, même si ça coûte 20 € de la remettre super bien. Donc. Ah ouais, mais c'est sûr. En tout cas, enfin voilà. Après, j'ai fait acheter à ma femme 2 appartements aussi. Ok. Elle a des pareil, super rentas. Quoi. Ouais. Elle a des super, mais des très bonnes rentas. Hein. À chaque 7, fois. Aussi. Je pense, ouais. J'ai pas fait le calcul. J'ai pas fait le calcul, mais ça doit être ça. Et en fait, alors là, tout le monde va dire ouais, mais il est de la partie forcément. Alors donc j'arrête tout le monde. C'est interdit d'acheter les appartements pour lesquels t'es mandaté. De 1. Donc je prendrai jamais le risque de le faire avec les réseaux sociaux et tout, ça c'est beaucoup trop vite. Donc non, c'est si on regarde comment on a trouvé, parce que voilà, c'est pas une bonne ville pour investir Paris en façade. C'est vrai, c'est très dur. C'est dur de trouver des biens. Moi j'ai une période où j'ai pas trouvé, tu vois. J'ai cherché en 2018, en 2019, j'ai failli acheter un appart. Au final, je cumulais avec un crédit professionnel, donc la banque m'a dit de faire un choix. J'ai choisi un crédit professionnel, mais si vous voulez, c'est une somme de tous les efforts de prospection et de réfléchir comment fonctionne le marché, les gens en fait, c'est surtout ça. Il faut essayer de se positionner quand les gens achètent le moins. Et même pour la résidence principale, quand tu cherches à acheter, il faut être un petit peu essayer d'être plus malin que les autres. Être plus malin, c'est pas connaître le plus que les autres. Non, parce que c'est pas avoir le plus de budget que les autres, parce que enfin, de ce que je vois, moi, j'hallucine toujours de voir les moyens financiers que peuvent avoir les gens, en fait. Je pense vraiment qu'ils sont beaucoup plus riches que ce qu'ils laissent paraître. Et j'en suis sûr et certain, avec l'expérience me le prouve. Au bout d'un moment, je suis obligé de dire ça. Mais, tu vois, ces petits réflexes, comme par hasard, à chaque fois qu'on a acheté des biens, c'était août, décembre. Ouais. Là, tu vois, le printemps. J'ai réacheté, vendu au mois de décembre. Tu vois, et c'était pas médité, mais à chaque fois, c'était là. Tu vois, et là, le dernier appart. Et tout, c'est pas, bah voilà, c'est pareil. Le dernier appart, et après, il y a des contextes de vente. Il y a, justement, enfin, tu vois, on parlait des mauvais agents. De loi ou des trucs comme voilà. Ça. Malheureusement, des mauvais agents immobiliers, ceux qui prennent très peu de com, qui au final s'en foutent du dossier, tout ce qu'ils veulent, savoir leur com, et puis que ça part. Et ben, eux, c'est auprès d'eux qu'il faut mettre un peu de pression quand tu veux acheter en disant, moi, c'est ce que j'ai fait baisser le prix, mais là, de ouf, hein. Les gens devaient vendre, le mec avait la gestion, ça le faisait chier de venir à Gare du Nord, ça le faisait chier de mettre une annonce sur Se Loger, d'avoir trop d'appels, de filtrer, de faire 10 visites. Je lui ai dit, vous pensez que c'est le vrai prix? Il me dit, oh, vous savez, les propriétaires, ils imaginent toujours plus que ce que ça peut vraiment. Je réfléchis, je fais, attends, il me tend une perche de dingue. Ouais,
Ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je fais un raisonnement financier. Je l'ai touché, j'ai grave négocié le prix. Donc, quand je te dis grave, j'ai fait une offre à la casse. Bon, Offre de bâtard, nous on appelle ça. ODB, j'ai fait un ODB. Ouais. Et c'est passé. Ah, bah voilà. Et c'est passé. Et c'est passé parce que c'était, encore une fois, la prospection avec la gardienne, le contexte d'une succession à Pétaouchnok en France, mais de toute façon, ils sont obligés de vendre pas cher. Parce que l'acheteur, tu sais, quand j'ai signé l'acte authentique, au mois de novembre, j'ai fait l'offre le 4 février 2020. Faut tenir. Ouais. Un autre acheteur, il en a marre, il se dit, bah, j'achète autre chose, ça va jamais se faire, il se décourage, tu vois. Tu vois, c'est ça. Quelqu'un qui connaît le contexte, sa succession, c'était un bazar, le notaire, il foutait rien. Il y en a un qui était à Poitiers, l'autre qui était en Charente-Maritime, on le retrouvait pas. Il y en a un, il avait même pas de mail, même pas de téléphone. Ouais. Il était obligé de venir à l'étude en voiture et de signer les papiers. Bah, tu vois le style, quoi. Forcément. Mais voilà, ouais. Et en fait, quand je regarde, ma conjointe, c'était... Et même, j'ai un pote, là, un de mes meilleurs amis qui a une agence immobilière, la concurrence en plus, La Forêt. Tu vois, il a cherché, en un mois, il a trouvé. Il vient de payer un 13 mètres carrés, 106 000 euros. Il a 5 000 euros de travaux. À côté de mon agence, à Ménilmontant. Et il va avoir une super renta. Donc, et même à la revente. Donc, en fait, je pense vraiment que les gens, ils cherchent mal. Ils se laissent avoir par une illusion de marché. Mais ça, j'en suis persuadé. Si tu veux, l'illusion de marché, c'est, tu cherches à un instant T, une heure, puis tu vois que des trucs trop chers, qui vont pas. En fait, c'est comme quand les commerciaux, ils sont pas dans le truc que t'as en tête. Mais faut sortir de ce que t'as dans la tête quand tu cherches à investir. Et le pire ennemi, c'est le tableau. Malheureusement. Tableau Excel. Ah ouais, l'enfer. Honnêtement. Ça, on le voit bien. On embrasse. Je suis désolé, on embrasse les membres, là. C'est vrai que parfois, on passe trop de temps là-dessus et puis ça va visiter, quoi. Ok, on s'approche de l'heure et quart là de podcast. Ça fait beaucoup, ouais. Du coup, j'avais encore, je pose toujours 2-3 petites questions. Oui. Souvent je les envoie à l'avance. Je sais plus si je les ai envoyées. Je vais t'en poser, allez, 2. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors je les avais notés. Ouais. T'avais noté que... Alors moi, il y a une phrase qui m'a marqué. Qui est dans un film de Scorsese. J'adore beaucoup Scorsese. Et c'est dans The Departed, là, Les Infiltrés. Je sais pas si tu l'as vu. C'est excellent. Alors bon, c'est la phrase du méchant. Pas le méchant, l'antagoniste, qui est un chef de mafia et tout. Donc faut pas la prendre pour argent comptant. Mais je trouve que dans la vie, elle est assez vraie. Si tu fais les choses correctement, bien entendu. C'est personne te donne rien, c'est à toi de prendre. Ouais. Ok. Et alors ça paraît un peu cash, sorti de contexte, mais mettez-le dans votre contexte. C'est pas parce qu'on cherche à acheter que les offres elles vont venir à vous, ou elles vont venir à moi en l'occurrence. C'est pas parce que j'ai ouvert une agence que d'un coup les propriétaires ils vont venir, ils vont me confier des biens à la vente. Même si j'ai la prétention en tout cas de me démarquer par rapport aux autres, bah non. Il faut toujours recommencer, il faut toujours refaire. Il faut aller prendre des infos, il faut être curieux, il faut aller se former. Donc il faut aller prendre les choses. Et ça, je trouve que c'est un truc qui se vérifie tous les jours. Et il y en a 2 ou 3 autres, elles sont rapides. Mais c'est vraiment des trucs que j'ai en tête au quotidien, franchement. Ouais. Et c'est mon bon client qui fait énormément d'achats-reventes à Madrid aussi, et qui là, il vient de faire une levée de fonds de 250 millions pour acheter l'immeuble à Paris. 250 millions? Ouais. Ouais, pas mal. À dépenser là. Ouais. Donc c'est vraiment un gros, quoi. Après c'est pas en perso, c'est pas son argent à lui, hein. Ah bah oui, mais il arrive quand même pas mal à acheter lui-même, donc il m'a filé beaucoup de conseils, notamment avec les banques. Je pense des choses malheureusement, non pas que c'est illégal, bien au contraire, c'est très légal. Mais c'est des choses qu'on peut dire dans Club Invest, mais peut-être pas sur un podcast. Ouais, voilà, c'est sûr que. Voilà, pour négocier avec les banques. Voilà. Moi, j'ai pas hésité à parler de mes prix, de mes coûts de revient, etc. Mais j'ai pas parlé des plus-values, sauf une. Parce que de toute façon, c'est du domaine public, donc quelqu'un de curieux peut leur trouver la vente. Mais il m'a dit quelque chose. Il m'a dit dans la vie, si tu veux t'enrichir, faut faire les choses pour soi. Et ça, je trouve ça assez vrai. Quand on démarre par l'investissement immobilier, après souvent quand je regarde les carrières des clients, ils finissent par quitter leur job, quoi. Donc, c'est un peu
On a pas mal d'abonnés ou d'auditeurs qui sont soit avec cette perspective, soit c'est déjà arrivé. Hein, donc j'en ai écouté des podcasts. Donc toujours dans la voiture, je les ai mis, notamment cette prof qui avait investir dans le pays de l'Est, là, c'est ça? Ouais, Céline Nataline. Alors je t'avoue, j'ai rien compris à la logique, mais c'est impressionnant, quoi. Donc j'aimerais trop pouvoir échanger avec elle un jour, ça doit être super intéressant. Et j'ai un autre client qui lui est marchand de biens. Je regarde pas combien ça coûte, mais ce que ça me rapporte. Ouais. Et ça c'est top. C'est top. C'est à l'antipode de ce que les gens font de manière générale en France, que ce soit les dirigeants d'entreprise ou autres. Ouais, c'est ça, il faut toujours. J'avais lu un livre, c'était ça s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur, je crois. Ouais. Et en fait, il disait ils ont interrogé des dirigeants d'entreprise et on leur a dit s'il y a un investissement qui coûte 10 millions et qui peut te rapporter 40 millions, quelle chance d'échec, tu vois, t'es prêt à accepter? Donc on va dire la réponse mathématique, c'est que ça foire 3 sur 4. 3 fois sur 4, tu vois, ça fait 40 quoi. Tu t'essayes 4 fois, t'as dépensé 40, ça te rapporte 40. Et en fait, il disait qu'en interrogeant les gens, c'était moins de 20% de taux d'échec qu'ils étaient prêts à accepter, tu vois. Alors que le taux mathématique, ce serait 75%. Et tu vois, il y a plein de grosses sociétés, Apple les premiers, mais qui ont plein de cash. Et en fait, c'est parce qu'ils arrivent plus à aller dans des projets aussi risqués ou tu vois, ou qui peuvent rapporter tant que ça. Parce que tu mets toujours le coup en face, mais il y a un moment, surtout quand t'as fait tes premières plus-values et tout, tu commences à avoir de l'argent et c'est là où il faut essayer des trucs, tu vois, comme t'as des. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tiens, j'ai un très bon exemple là-dessus. J'ai été approché, je crois, il y a 2-3 ans par un investisseur en fait qui représente Gérard Darel, tu sais, la marque de vêtements haut de gamme. Ils ont plein de cash à investir sur Paris dans l'immobilier, surtout qu'ils ont cédé des boutiques et tout, des mauvais emplacements. Et c'est pareil, putain, je lui ai proposé 2 fois des locaux vachement bien placés, ça va jamais. Je lui propose plus rien. Ça va jamais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce mec-là, c'est pas son cash. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire les choses pour soi. J'ai compris tard, je pense ce qu'il voulait dire. C'est pas son cash. Donc, il fonctionne que avec des grilles de ratio. Et il a peur de se faire allumer, en fait. Exactement. Et ce sera jamais assez bien, si tu veux. Lui, il cherche un mouton à 5 pattes. Et on a trop cette notion en France de la finance risquée, en tout cas pour l'immobilier. Ouais, c'est comme dans le même livre, là, il disait, tu vois, par exemple, t'as des boîtes, ils vont embaucher que des gens de grande école, alors que peut-être ce serait bien d'embaucher un mec créatif qui a eu un autre parcours. Mais si tu te rates en embauchant ce mec, tout le monde va te le reprocher. Alors que si t'embauches un mec, tu vois, de Polytechnique, personne va te reprocher d'avoir embauché ce type de profil, tu vois. Ouais. Et c'est ça, quand parfois, dans l'IMO, c'est jamais parfait. T'as jamais la terrasse, la vue, le parking. Enfin, voilà, il y a toujours des concessions à faire, quoi. Surtout quand tu veux de la renta. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Thomas. Merci beaucoup pour ton temps. Et pas de problème, ça m'a fait super plaisir. Voilà. Si jamais vous êtes parisien, vous pouvez contacter Thomas. Je mettrai ton mail ou quelque chose dans les notes du podcast. Ok? Ouais, avec plaisir. Ouais, voilà. Avec plaisir. Donc, si vous avez un bien à vendre, à acheter, ou peu importe. C'était pas le but. Non, mais bien sûr. Non, en tout cas, ravi. Et puis, on essaie de se voir un jour, hein. Avec plaisir. Je vais finir par passer à Paris. Avec Michel, vous venez. Ça marche. On rigole bien à chaque fois. Ok. Allez, à très bientôt. Ciao. Merci. Merci. Ciao. Bye.